Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Bienvenue à votre émission Jang Tay. Aujourd'hui, Jang Tay a le plaisir de recevoir sur son plateau M. Bou Diarra. M. Bou Diarra est un enseignant émérite qui a fait une longue carrière dans l'éducation. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de le recevoir. M. Diarra, bonjour. Bonjour, M. Mbang. Très bien. Nous sommes vraiment très contents de vous recevoir sur ce plateau. Bon, c'est moi qui suis très content parce que je suis content et ravi de partager avec vous ce plateau-là. Bon, parce que M. Mbang, vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de mérite. Très engagé dans le système. Mon militant sans faille, vous avez montré, depuis que je vous ai connu jusqu'à présent, ça fait plus de 20 ans. On travaille sans relâche pour le système éducatif. Merci vraiment pour l'invitation. Je voudrais aussi également saluer vos téléspectateurs, à tous les Sénégalais qui vous suivent parce que votre télévision maintenant est suivie de partout dans le monde. Également, je voudrais, M. Mbeng, présenter mes condoléances à tous ces Sénégalais qui ont perdu leurs proches, leurs parents et amis dans cette pandémie. Et inviter aussi les Sénégalais à la prudence. La maladie, elle est là, elle est présente partout dans le pays. Voilà, merci M. Mbeng. C'est moi qui vous remercie, mais pour mieux connaître en fait qui est M. Diarra, qui est M. Bou Diarra, donc comme je l'ai dit, qui est enseignant, pour mieux le connaître quand même, nous avons concocté cette présentation que nous allons suivre ensemble. Bou Diarra. Ce nom évoque dans le milieu enseignant de Thiès et d'ailleurs une référence qui a marqué et continue de le faire. Cet homme de vertu professionnelle et socialiste va commencer sa carrière après avoir décroché un bac scientifique au lycée Malixi. En effet, en 1995, il est affecté dans le village de Ndiayenka depuis Tilagrand dans le département du Nioro. Il rentre dans sa ville natale, Thiès, où il rejoint l'école élémentaire de 2003 à 2017. La communauté de ce quartier pleure encore le départ de Diarra. Il a hissé cette école au sommet des performances scolaires et des bonnes pratiques éducatives. Après un bref passage à l'école Amari Diop, il rejoint l'école départementale de l'IEF de Thiès et y occupe la stratégique station de chargé des évaluations. Ses compétences ont aussi permis à M. Diarra de travailler sur des activités de portée nationale, notamment à l'atelier de validation des manuels scolaires présentement en cours, la réécriture des programmes ESVS du curriculum de l'éducation de base. Membre fondateur de l'ASPROMET, il est l'une des plus distinguées personnalités de cette illustre association dont il estime encore président de la commission pédagogique. Spécialiste des gouvernements scolaires et des CGE, il a dans ce domaine formé beaucoup d'enseignants et parents d'élèves dans la mise en place et le fonctionnement de ces structures. Sa générosité professionnelle le contraint encore à encadrer ses jeunes collègues. L'éducation étant sacerdoce pour cet homme compétent et vertueux. Diarra porte le combat de l'éducation dans des structures telles que la COSIDEP et l'Observatoire de la qualité. Homme intègre et disponible pour les causes communes et justes, il jouit d'un respect mérité dans son quartier, auprès de ses amis, ses collègues, mais aussi dans sa propre famille. Chapeau, l'enseignant. Bien, M. Diarra, donc vous venez de suivre la présentation que nos techniciens ont faite de votre personne. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter ou en quoi dire par rapport à cette présentation-là? Bon, pas grand-chose parce que M. Mbeng, vous me connaissez très bien. Vous pouvez écrire des livres et des livres sur moi. Ça, vraiment, c'est ça en fait, vraiment. Je n'ai rien à ajouter. Absolument. En tout cas, cette présentation est assez élogieuse et montre un peu le parcours que vous avez eu à faire dans l'éducation. Et vous aussi, donc, cela veut dire que vraiment, dans toute votre carrière, vous avez en tout cas eu à vous sacrifier, à vous donner à fond par rapport à ce que nous avons tout ce temps, c'est-à-dire l'éducation. Mais pour entrer en tout cas dans le sujet, dans la conversation, je veux dire, donc, on vient de prendre des mesures, donc les autorités académiques, en tout cas de l'éducation, on vient de prendre une mesure concernant surtout Dakar. Nous sommes dans le contexte de la pandémie et donc peut-être pour limiter la contagion, en tout cas, nous avons la mesure est que finalement au niveau de Dakar, de la région de Dakar, les cours vont sortir désormais à 14 h partout à Dakar. Qu'est-ce que vous pensez de cette mesure? Est-ce qu'elle est opportune? Est-ce qu'elle est pertinente?
Oui, les cours vont s'arrêter à 14h à Dakar, mais c'est pour l'élémentaire, M. Mbeng. Pour l'élémentaire, les mesures ne concernent pas le moyen secondaire, mais je pense qu'on devrait quand même généraliser ces mesures-là. Moi, je pense que c'est pertinent, parce que ce va-et-vient que les enfants font peut encore propager la maladie. Donc, autant arrêter les cours à 14h. Les enfants quittent le matin les maisons pour venir à l'école à 8h. Donc, à 14h, on peut arrêter les cours. Et même essayer de voir aussi comment gérer les doubles flux. Parce que moi, je crois que c'est encore possible. Et travailler même les week-ends, travailler le samedi. Voilà, moi je pense que c'est ça qu'il fallait faire. Bon, maintenant, si on peut attendre l'expérience de Dakar pour voir ensuite pour les autres établissements, bon, attendons de voir. Mais pour mon humble avis, je pense qu'on devrait quand même étendre davantage cette mesure-là. Est-ce que vous pensez que par rapport aux autres régions aussi, qui sont, parce que en fait, c'est tout le territoire national qui est concerné par cette pandémie, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui donc l'école peut fonctionner en toute sécurité et que les enfants sont en sécurité? Est-ce que les enseignants sont en sécurité? Récemment, nous avons eu des nouvelles, des informations comme quoi il y a des enseignants qui auraient encore contracté la maladie. Est-ce que vous pensez que donc aujourd'hui les conditions sécuritaires sont réunies pour que les cours se poursuivent normalement? Ou presque quoi? Mais ça, nous le savons, le protocole sanitaire n'est pas respecté. Les enfants n'ont pas de masque. Bon, il n'y a pas de lave-mains partout dans les écoles. C'est vraiment des problèmes. Ça, nous le constatons tous les jours. Mais bon, comment faire? L'école doit fonctionner. On est obligé de se conformer à ce que nous avons. Donc vraiment, c'est extrêmement difficile pour les enseignants. Tous les enseignants, je ne dirais pas que tous les enseignants sont exposés, mais vraiment ce qui se passe dans les écoles, c'est pas facile. C'est pas facile de mener ces enseignements apprentissage dans ces conditions, c'est pas facile du tout. Ça, il faut le dire vraiment. Je dis que les conditions ne sont pas réunies pour mener à bien les enseignements apprentissage. Parce qu'il n'y a pas de masque notamment dans les écoles. Allez dans certaines écoles de Thiès, vous voyez les enfants jouer dans la cour de l'école. Même en allant à l'école, ils ne portent pas de masque. Les enseignants aussi également, ils portent rarement des masques. On ne respecter. Qu'est-ce qu'il faut faire? On ne ferme pas les écoles, on est obligé de travailler. Voilà, donc c'est ça la situation. C'est la situation. Aujourd'hui, donc, comme vous le constatez, donc, nous sommes, je rappelle encore d'abord à nos spectateurs que nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau quelqu'un que nous connaissons très bien, qui s'appelle M. Boudjara, et donc qui est un enseignant, et aujourd'hui qui est venu nous voir pour qu'on parle d'éducation. M. Boudjara, justement, donc, on va revenir un peu sur le fonctionnement des écoles. Nous savons que depuis quelques années, il y a ce qu'on appelle en sigle les PTA. Vous allez nous expliquer ce que cela veut dire. Donc on sait que ces PTA-là aujourd'hui, donc, comment on dit, donc sous-tendent en quoi toutes les activités, toutes les actions qui se passent au niveau des écoles. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a amené donc à l'érection de ces PTA-là, de ces programmes-là? Donc vous allez nous expliquer un peu. Et aujourd'hui, et comment ça fonctionne? C'est quoi? Quelqu'un qui n'est pas enseignant, quelqu'un qui n'est pas de l'école, qu'est-ce que vous pouvez lui dire pour qu'il puisse comprendre, disons, ce nouvel outil en cas de gestion qui se trouve au niveau des écoles? Merci M. Mbeng. Vous savez, M. Mbeng, toutes les questions de société, c'est d'abord des orientations, c'est des objectifs, c'est également des planifications. L'État du Sénégal a pris l'option dans toutes les lettres de politique générale, une option de la participation de la communauté dans la gestion de l'éducation. C'est la raison pour laquelle vous avez le système éducatif, dont l'éducation est une compétence transférée aux collectivités territoriales. Et il a mis en place un programme dénommé PATET, programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence. Et ce programme-là, pour le dérouler, il a instruit des canevas, que l'on appelle des plans de travail annuels, des écoles et des IF, des IA. C'est ce plan de travail, c'est un support qui permet aux écoles de dérouler les activités qui sont menées dans les écoles, en conformité avec les orientations de
la politique générale de l'État. Donc ce qui explique un peu ce plan de travail que nous trouvons dans les écoles. Si je vous suis bien, c'est-à-dire qu'au niveau national, le ministère donc, a instauré au niveau donc, de ces démembrements académie, démembrement IEF et démembrement école, ce qu'on appelle des programmes de travail annuels. Très bien. Voilà. Mais je dis que, M. Mbeng, même s'il n'y avait pas cette orientation de l'État, c'est-à-dire que pas cette orientation, ce canevas donné par l'État, les écoles devaient avoir ce qu'on appelle un plan de développement de l'école. Toute institution doit avoir un projet de développement. Donc l'école devait avoir cette chose. Voilà, mais par rapport au programme de l'État, et qui a signé également ce qu'on appelle le contrat d'amélioration de la qualité des écoles, qui permet de voir quelles sont les performances des élèves. L'État a donné ses instructions par rapport à certaines composantes qu'il juge opportunes, à savoir l'accès à l'école, la gestion de l'école et la qualité, surtout la qualité. Et ils ont mis le focus sur la qualité. Voilà donc ce qui explique en partie pourquoi les PTA. Et les PTA prennent en charge presque, je peux dire, les compétences, toutes les ressources du milieu. Dans les PTA, nous retrouvons toutes les activités qui permettent à l'école, aux enfants d'être performants. C'est-à-dire qu'on mobilise toutes les compétences du milieu, aussi bien au niveau de l'école qu'au niveau de la communauté. Donc les activités qui se feront à l'école seront d'abord réfléchies au niveau de l'école et élargies au niveau de la communauté. Mais est-ce que ce programme de travail annuel, est-ce que c'est le même programme qu'on trouve dans toutes les écoles, ou bien quand chaque école a son PTA, c'est-à-dire a son plan de travail annuel? Le canevas qui a été donné dans les écoles, c'est un canevas qui est standardisé, qui est harmonisé au niveau de les écoles. Maintenant pour chaque école, et pour chaque, je ne dirais pas pour chaque école, mais pour chaque IF d'abord, pour chaque IA d'abord, parce que chaque IA a son PTA, chaque IF a son PTA, également chaque école aura son PTA. Maintenant, ce PTA sera élaboré d'abord par l'équipe pédagogique, avec le comité de gestion. Le comité de gestion qui est composé des éléments de l'école, c'est-à-dire que toutes les couches de l'école, tout ce qui tourne autour de l'école, à savoir l'équipe pédagogique, le gouvernement scolaire, l'association des parents d'élèves, d'accord? Maintenant, ce premier projet qui est élaboré au niveau de l'école sera transmis au niveau des communautés pour une validation sociale. Maintenant, cette validation sociale étant faite dans une assemblée générale, maintenant on transmet ce projet de plan d'action au niveau de l'EF pour une validation technique. Maintenant, cette validation technique sera suivie d'une exécution Mais quand on parle de programme, quand on parle de projet, c'est aussi des ressources, des moyens financiers, des moyens humains, des moyens matériels. Mais est-ce que donc qui finance ce PTA-là? Le PTA est financé en partie par l'État. Je dirais mais en partie par l'État. Parce que le PTA, il est élaboré par les communautés. Ce qui est pris en charge par les recommandations de l'État sont financés par l'État. Maintenant, le reste par les communautés. Donc si je me souviens bien, donc l'État, par le biais de ces PTA-là, a tracé déjà des lignes d'activité. Et ces lignes d'activité sont financées par l'État lui-même en mettant à la disposition de l'école des ressources. Maintenant, libre à l'école ou bien à la communauté encore d'ajouter d'autres activités qui seront financées par la communauté elle-même. Voilà, c'est comme ça. D'ailleurs, bon, ces PTA étaient accompagnés de PAV, plan d'action volontariste, à côté, qui était élaboré par les communautés. Ce qui n'est pas pris en charge par les PTA est dans le PAV, normalement. Mais est-ce qu'aujourd'hui, dans la réalité, les PAV, ça existe encore? Bon,
Les PAV, c'est les programmes d'activité volontaristes. Voilà. Programme d'action volontariste. Bon, on peut pas, je n'ai pas vérifié si véritablement ça fonctionne dans les écoles, mais ce que nous constatons, c'est que même le PTA a des problèmes dans le déroulement de ces activités. Mais est-ce que ce programme-là, il est évolué? Est-ce que ce système-là, ces outils-là, est-ce qu'aujourd'hui, ils sont évolués au niveau national, au niveau régional? Est-ce qu'il y a on a une idée de ce que cela a apporté ou non? Mais bien sûr, il est évalué, parce que le comité de gestion qui a en charge l'élaboration de ce plan-là, c'est le comité de gestion qui déroule les activités, mais qui les suit et qui les évalue également. Mais il y a aussi une évaluation interne au niveau de la circonscription. Souvent aussi, il arrive qu'il y ait des missions qui viennent dans les écoles, qui viennent du ministère pour vérifier est-ce que les activités sont bien menées. Donc, bien sûr qu'il y a quand même une évaluation qui se fait, il y a un suivi qui se fait, une évaluation qui se fait. Il y a des problèmes véritablement, surtout dans les moyens. Dans les moyens que l'État octroie, que donne les écoles. Et ces moyens-là, l'État les donne sur la base de quoi? Est-ce qu'il y a un barème de calcul? Est-ce qu'il y a quoi? Comment on alloue ces fonds-là à ces écoles-là? On les alloue souvent en fonction de la taille de l'école, du nombre d'élèves qu'a l'école. Donc c'est ça en fait que, généralement, on ne peut pas dire de façon formelle que voilà les calculs ont été faits pour trouver ces... Est-ce que les écoles savent ce qu'ils ont par année? Est-ce qu'ils sont sûrs qu'à chaque financement majoritaire, est-ce qu'il y a une somme fixe allouée à l'école ou bien? Non, ça vraiment, je n'ai pas encore vu une école qui peut dire que pour cette année-là, voilà les fonds qui me sont alloués. On attend vraiment en début d'année ou au milieu de l'année, on appelle les écoles à aller pour leur dire que voilà ce qui vous a été affecté. C'est comme ça que ça se passe. Mais rien ne prédit que vraiment voilà ce qu'on peut, la somme qui doit être allouée à telle ou telle autre école. Tout à l'heure, vous avez évoqué les collectivités territoriales et en précisant que l'éducation, comme tout le monde le sait aujourd'hui, est une compétence transférée. Vous êtes encore actif dans les écoles. Est-ce que vous avez senti la présence de ces collectivités territoriales-là auprès des écoles, auprès de l'académie ou bien auprès des IEF? Est-ce que ces collectivités territoriales-là jouent effectivement leur rôle ou en cas allouent à ces écoles-là ce qui leur revient de droit? Parce qu'en fait, ce sont les textes qui le disent. Non, franchement, pas tellement. Ce rôle d'accompagnement de ces collectivités territoriales vers les écoles, très honnêtement, moi, je ne le sens pas tellement. Je ne le sens pas. À des moments, on appelle les écoles pour les donner un peu de fourniture, des cahiers, quelques cahiers. On désherbe un peu. Voilà. On désherbe un peu. Mais franchement, on ne sent pas réellement l'implication des collectivités territoriales dans la vie de l'école. Très honnêtement. Franchement, moi, je ne le sens pas réellement en tant qu'acteur de l'école. En quoi c'est l'occasion pour le demander à ces collectivités territoriales-là, vraiment encore de se rapprocher davantage de ces écoles-là, qui sont leurs écoles, qui sont leurs enfants qui sont là-bas, et donc vraiment de tout faire pour que ce qui est dans les budgets et qui revient de droit à l'éducation soit donné à l'éducation. Monsieur Diarra, tout à l'heure, vous évoquez des structures de gestion qui existent un peu dans l'école, qu'on appelait, vous avez évoqué le comité de gestion, ou bien le conseil de gestion si on est dans le moyen et le secondaire. À l'élémentaire, on parle de comité de gestion, qu'on appelle lapidairement CGE. Mais aujourd'hui, est-ce que vous pouvez revenir un peu par rapport à ces CGE? Qu'est-ce que c'est qu'un CGE? C'est quoi? Quel est son rôle? Quelle est sa mission? Quelle est sa composition? Le CGE, c'est une structure qui accompagne l'école dans ses activités, qui participe à la gestion de l'école. Le CGE, comme je l'ai dit tantôt, c'est avec l'avènement du PDF, le Programme national d'éducation et de la formation, qu'on a eu à mettre en place les CGE dans les écoles, qui participent, comme je le disais tantôt, dans la vie même de l'école, dans la gestion de l'école. Le CGE, il est composé d'abord du conseil municipal, le représentant du conseil municipal. Il y a également le délégué de quartier qui est représenté. C'est le délégué de quartier qui est représenté dans le conseil. Il y a le directeur d'école qui est représenté
Ces membres-là, on les appelle les membres de droit. Les membres de droit. Il y a d'autres membres qui sont des membres élus au niveau de la communauté, des associations communautaires de base, par exemple les AEC, le groupement de femmes, toutes les associations communautaires qui tournent autour de l'école sont représentées dans ce conseil. Vous voyez bien que donc c'est une structure de la communauté qui participe à la vie de l'école et qui gère en fait l'école. Les élèves sont représentés, l'équipe pédagogique aussi est représentée en fonction de la taille de l'école pour chacun. Voilà. Donc voilà la composition en fait du comité. Et quelle est sa fonction du comité? Sa fonction c'est, il élabore d'abord le plan d'action. Il exécute le plan d'action. C'est le comité de gestion qui exécute le plan d'action, le PTA. Qui exécute le plan d'action. Qu'il soit le plan d'action de travail annuel, le PTA, ou bien le plan d'action, le PAV, le plan d'action volontariste. C'est toujours le CGE. Toujours c'est le CGE qui l'exécute. Vous comprenez? Donc, il élabore le plan d'action, il l'exécute, il fait le suivi et il fait aussi l'évaluation. Il fait le compte rendu certainement. Il fait aussi le compte rendu, il fait l'évaluation. L'évaluation est annuelle. Voilà. Donc, dans l'élaboration, je vous ai expliqué tout de suite que dans l'élaboration, il y a un projet de plan d'action qui est élaboré par l'équipe pédagogique et le comité de gestion. Il y a une restitution au niveau de la base. Ensuite, il y a une validation sociale en assemblée générale. Maintenant, cette validation sociale sera suivie d'une validation technique au niveau de l'IF. Très bien. Et le comité de gestion fait l'exécution maintenant de ce plan d'action. Mais M. Diarra, d'après les informations que nous savons qu'il y a beaucoup de problèmes en tout cas, au niveau des comités de gestion dans les écoles, parce qu'en vérité, bon, très souvent, donc, nous ne notons pas encore il y a une adhésion, il y a des problèmes de tradition, on a aussi des problèmes de transparence. Encore, c'est beaucoup de problèmes qui sont notés au niveau de ces comités de gestion. Mais quel est le problème, M. Diarra, selon vous? C'est les problèmes que rencontrent toutes les associations. En fait, en vérité. Parce que c'est une association volontariste. Les membres ne sont pas payés par une mairie. Il faut avoir vraiment un engagement pour la cause de l'école, pour participer à cette structure-là. Généralement, il y a 2-3 personnes qui sont dans ces structures-là et vraiment qui font le travail. Pour tous les restes, tous les membres que l'on nomme ou qui sont élus, hein, bon, ils sont là-bas que de nom. C'est ça le problème véritablement. Ce qui fait que bon, les réunions qui devaient se tenir régulièrement à mi-parcours en fin d'année ne se tiennent pas. Il y a ces problèmes-là que nous rencontrons dans l'école. Donc le fonctionnement vraiment pose problème. On devrait vraiment revoir encore ces structures-là, les structures de gestion de l'école. Parce que ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Vraiment, ça ne fonctionne pas. Ce que nous constatons, c'est qu'il y a 2 ou 3 personnes, 3 membres qui font fonctionner ces structures-là, ce qui fait qu'il y a encore vraiment des difficultés. Donc c'est vraiment des difficultés, donc c'est beaucoup de problèmes que nous notons encore au niveau de la gestion dans les écoles. Il n'y a très souvent pas, les gens ne rendent pas compte et ça aussi ça pose un problème parce que je pense que l'esprit de ces comités de gestion est aussi encore d'assurer la transparence et d'assurer l'information par rapport au comité, par rapport à la gestion encore de l'école. Mais vous avez aussi évoqué tantôt ce qu'on appelle un gouvernement scolaire. Le gouvernement, quand on parle de gouvernement, on ajoute scolaire, c'est quoi le gouvernement scolaire pour que nos téléspectateurs comprennent? Monsieur Mbengue, gouvernement scolaire, bon, vous allez me dire qu'on devrait même dire un état scolaire. Parce que dans cette structure d'apprentissage pour la gestion de la vie véritablement, parce que l'école aussi, on apprend la vie à l'école. Apprendre la vie, ce n'est pas seulement faire les mathématiques, le français et autres, quoi. On apprend aussi à gérer. Donc cette structure de gestion de l'école pour les enfants. Et c'est vraiment un moment d'apprentissage pour les enfants. Donc je disais tantôt qu'on devrait parler d'état scolaire. Donc il y a un gouvernement, d'accord, avec un président
et ses ministres, également qu'il y ait une assemblée de l'école. C'est comme ça que ça fonctionne. Dans toutes les écoles qui fonctionnent avec cette structure-là, il y a le gouvernement, il y a également l'assemblée de l'école. Parce qu'on part toujours de l'assemblée de la classe. Hein? L'assemblée de la classe, maintenant, ces représentants de la classe vont former ce qu'on appelle l'assemblée de l'école. Maintenant, ces assemblées, ces membres de l'assemblée de la classe vont aussi être souvent dans le gouvernement de l'école. Ce qui fait qu'il y a deux instances qui sont là. L'instance du gouvernement, c'est-à-dire qui exécute le plan de développement de l'école, parce que c'est un plan de développement de l'école qui a été élaboré aussi avec les élèves. Dans ce plan de développement-là, les élèves ont des activités qui doivent dérouler, d'accord ? Et ces activités doivent être exécutées par le gouvernement scolaire. Il y a l'Assemblée qui est aussi à côté, maintenant, qui fait des propositions de loi, on l'appelle des propositions de loi, pour voir comment doit fonctionner l'école. Donc il y a des règlements et tout ce qui tourne autour de l'école et qui est géré par l'Assemblée. Comme fonctionne un État, en fait, en vérité. Voilà. Donc on apprend à l'enfant comment gérer un État, comment fonctionne l'État. Voilà donc le rôle du gouvernement scolaire. Parce que le pratique aussi par rapport à ce gouvernement scolaire, c'est aussi au-delà donc de cet apprentissage de la vie, de cet apprentissage à gouverner, ce serait peut-être disons un moyen en quoi pour asseoir des compétences en matière de paix, en matière de démocratie, en matière de gestion par rapport à ces écoles. Mais concrètement, est-ce que véritablement ces gouvernements scolaires-là fonctionnent comme ça? Est-ce que cette orientation qui leur était donnée, est-ce que cette orientation-là est visible au sein des écoles? Est-ce qu'en fait, on ne met pas seulement des gouvernements scolaires en début d'année, mais finalement, dans les activités, on ne les sent pas? Mais dans certaines écoles, ça fonctionne normalement. Oui, dans certaines écoles. Je ne parle pas de certaines, je devrais parler de toutes les écoles. Partout, mais vous allez dans beaucoup d'écoles, il n'y a même pas de gouvernement scolaire. Voilà. Vous ne trouvez même pas de gouvernement scolaire. Vous le trouvez dans quelques écoles. Mais là aussi, vraiment, c'est une volonté, c'est une école qui a un plan de développement, véritablement, pour former, parce que c'est une formation intégrale de l'enfant qu'il faut chercher. Et ça demande une certaine volonté, un engagement de l'ensemble des acteurs de l'école, le directeur d'école, les enseignants. Parce que ce gouvernement scolaire commence d'abord dans les classes. Tout ce que nous disons doit commencer d'abord dans les classes. La classe doit avoir son projet de développement. Et dans ce projet de développement, il faut des acteurs pour les mener. Et ces acteurs-là, il faut trouver une structure, il faut les gérer et il faut les organiser. Dans cette organisation-là, il y a pratiquement ce gouvernement-là. Donc, tous les éléments qui sont à l'école, tous les acteurs qui sont à l'école doivent concourir à aller dans ce sens-là. Donc, si vraiment, quelque part, on sent qu'il y a un désengagement, il n'y a pas de volonté, et ce qui fait qu'il y a problème. Mais je vous dis que dans certaines écoles, on a eu à installer des écoles ici à Thiès. Des gouvernements scolaires dans certaines écoles. Je ne vais pas citer des noms, mais ces écoles-là fonctionnent très bien. Vous pensez que ça, c'est une initiative ou en tout cas quelque chose qu'il faut perpétuer, qu'il faut vraiment mettre en valeur? Mais absolument. Absolument. Parce que ça entre dans le cadre de la formation. Pourquoi ça n'existe pas dans toutes les écoles? Ça ne fonctionne pas dans toutes les écoles, selon vous, pourquoi? Mais c'est comme toutes les structures. Vous voyez, allez dans les écoles, vous ne trouverez pas d'API fonctionnel. Allez dans les écoles, vous ne trouverez pas de gouvernement scolaire, de CGI fonctionnel, de conseil de gestion fonctionnel. C'est un engagement, c'est vraiment parce qu'il faut être... L'enseignement, c'est vraiment un engagement. Il faut être vraiment un militant de sacrifier vraiment. C'est un sacerdoce, comme on le dit. Donc c'est ça en fait. Ce qui pose problème, souvent on entre dans le corps, mais on n'a pas cet engagement-là. Et bon, là, on a... Je rappelle, mademoiselle, monsieur, que nous sommes M. Boudjara. M. Boudjara, je le rappelle, est un enseignant ici à Thiès. Et donc vraiment, c'est quelqu'un qui est très connu par rapport à son engagement, par rapport à, vous avez vu tout à l'heure dans la présentation, donc à tous les sacrifices qu'il a eu à consentir durant sa carrière, en tout cas pour qu'on ait un système éducatif vraiment performant. Et M. Diarra, aujourd'hui, donc, très souvent, on évoque la qualité de nos apprentissages, on évoque la qualité de nos résultats scolaires, les contre-performances. Bon, évidemment,
on a connu une année d'exception l'année dernière par rapport aux résultats obtenus. Bon, tout le monde le salue, tout le monde applaudit. Mais concrètement, dans la réalité, on sait, surtout au niveau de l'élémentaire, que nos élèves encore ont des problèmes en lecture. Nos élèves encore ont des problèmes en mathématiques. Aujourd'hui, quel est le problème par rapport à ces différentes matières, ces deux matières qu'on appelle les matières instrumentales, surtout dans les petites classes, qui sont la base en cas de l'apprentissage. Aujourd'hui, donc, nous sentons qu'il y a vraiment des difficultés au niveau d'abord de la lecture, ensuite de revenir aux mathématiques. Oui, vous savez, M. Mbeng, nous avons toujours eu des problèmes avec les réformes. Les réformes ont toujours posé des difficultés dans le système éducatif. Bon, depuis quelques années, il y a eu la réforme surtout en lecture. Hein. Disons d'abord en langue et communication globalement. Le français, l'enseignement, l'apprentissage de la langue de français a été changé. Maintenant, on parle de la langue et communication. On apprend la langue pour communiquer. Bon, c'est la nouvelle dénomination de l'apprentissage du français. Et maintenant, la discipline clé ou la discipline qui transversale, c'est la lecture. Et à ce niveau-là, il y a eu beaucoup de réformes. Mais ces réformes-là ont posé vraiment des problèmes aux enseignants. Au niveau des méthodologies, des approches et autres là. Vraiment, c'est des difficultés. Moi, j'en appelle vraiment à des rencontres au niveau des écoles, au niveau des circonscriptions, pour qu'on discute davantage sur les méthodologies de la lecture. Parce que c'est des difficultés. Il y a un problème d'abord au niveau je pense bien, au niveau de la formation initiale. Parce que souvent, les nouveaux enseignants nous viennent avec vraiment des lacunes dans cette discipline-là. C'est vraiment des problèmes. J'en appelle vraiment à une remobilisation de l'ensemble des enseignants pour voir comment gérer ces problèmes, au niveau d'abord de l'école et au niveau de la circonscription. Mais monsieur Diarra, en fait, disons en esprit libre, hein, moi je me dis que est-ce que nous avons besoin pour cette matière-là, pour ces matières-là en quoi, d'avoir toujours une démarche standard, d'imposer une démarche à tout le monde, de dire que voilà, la lecture c'est comme ça qu'il faut l'enseigner, etc. Est-ce que l'enseignant peut ne pas, est-ce qu'il ne peut pas avoir la liberté en quoi de se lancer dans une démarche qui lui paraît encore plus accessible, qui lui paraît plus à sa portée, pour pouvoir en quoi l'essentiel c'est effectivement de faire parvenir, d'amener l'enfant à lire, non? Vous savez, nous sommes dans une approche, depuis quelque temps l'État a changé vraiment d'approche. PCE, PIE, pédagogie de l'intégration. Voilà, justement, si dans une école, l'approche par des compétences, c'est celle-là qui est demandée à être utilisée dans les écoles. Vous voulez utiliser votre approche à vous. Vous êtes au CICP. Je donne simplement un exemple. Au CICP, l'enfant doit continuer dans les autres classes. Arriver dans une classe, on lui donne une autre approche. Finalement, l'enfant ne se retrouve pas. Il y a des problèmes à ce niveau-là. Il faudrait qu'on se retrouve dans une certaine approche comprise par l'ensemble des... Est-ce que vous pensez que la pédagogie est une approche uniforme? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense que c'est une approche diversifiée. Voilà. Vraiment, ça, je ne pense pas. Maintenant, bon, il faudra revoir aussi ce Parce que vous avez évoqué des difficultés par rapport aux enseignants qui ne maîtrisent pas certaines démarches, qui ne maîtrisent pas certaines approches. C'est pour cela que je vous dis que est-ce que ces approches-là ne gagneraient pas à être simplifiées ou en quoi permettre en quoi aux enseignants de les adapter? Absolument. Ces méthodes-là ou ces approches gagneraient à être simplifiées, à être plus accessibles chez les enseignants. Franchement. Mais on ne devrait pas aussi laisser les enseignants faire n'importe quoi. En classe aussi. Faire n'importe quoi parce que bon, c'est vrai que nous ne sommes pas des ouvriers pédagogues, nous sommes des pédagogues. On doit réfléchir sur des stratégies pour que l'enfant puisse comprendre ce que nous dispensons. Il faudrait harmoniser davantage ce que nous faisons également. Je suis d'accord, mais moi j'ai l'impression encore que l'enseignant sénégalais, l'instructeur sénégalais n'est pas sevré. Jusqu'à présent, c'est quelqu'un qui tête, disons, à la mamelle du ministère ou en cas de certains principes, etc. Alors qu'on sait que l'éducation, c'est quand même un esprit libre. C'est quand même un esprit libre, c'est quand même une démarche circonstanciée. C'est circonstanciée par rapport au milieu, circonstanciée par rapport aux élèves, circonstanciée par rapport à leur niveau. C'est pour cela, à mon avis, que je pense qu'aujourd'hui,
ces enseignants-là donc, ont acquis un certain niveau de maturité et qu'on devrait peut-être leur demander, entre guillemets, disons, leur expérience, leur façon de faire, leur avis par rapport à toutes ces démarches-là. Ça, je suis parfaitement d'accord, je suis très en phase avec vous. On devrait demander leur avis par rapport à ça. Parce que ce qui est fait, c'est qu'on nous impose une façon de faire. En fait, moi, c'est ce que je constate. On devrait mieux associer les enseignants par rapport à ce qui se fait au niveau. Les projets doivent commencer d'abord au niveau de la base. Que les enseignants qui sont à la base qui puissent donner d'abord leur avis par rapport à ce qui se fait. Je vois comme ça l'éducation. Nous aurons une meilleure approche par rapport à l'éducation. Parce que si le projet nous vient d'en haut, moi je ne critique pas l'approche de parler des compétences. Vraiment, c'est une très bonne approche. Mais faudrait-il également associer davantage encore les enseignants qui sont à la base pour qu'ils puissent mieux comprendre ce qui se passe. Et c'est à ce niveau-là qu'il y a encore vraiment des problèmes. C'est les mêmes problèmes au niveau des mathématiques. C'est les mêmes problèmes des mathématiques. Bon, les mathématiques, il faut comprendre aussi, il faut avoir aussi certaines dispositions en mathématiques pour pouvoir dispenser les cours en mathématiques. Parce que maintenant, on ne fait plus du calcul, mais on fait les mathématiques. Les mathématiques, c'est élaborer des stratégies pour asseoir chez les enfants. Donc ça demande des dispositions, ça demande aussi d'autres formations aussi pour les enseignants. Mais finalement, M. Diarra, parce que je sais que vous continuez, vous êtes en train d'encadrer les enseignants sur tous les niveaux sortants viennent souvent vous voir pour recueillir vos conseils. Mais est-ce que finalement ce n'est pas un problème de niveau? Parce qu'en vérité, nous savons, il faut le reconnaître, hein, que quand même il y a certaines difficultés. Peut-être que c'est au niveau du niveau, si je peux le dire comme ça. Oui, c'est un problème de niveau. C'est un problème de niveau qu'on a constaté depuis longtemps. C'est pourquoi le niveau a été relevé pour les enseignants qui doivent... Oui, malgré ça, bon, depuis quelque temps aussi, vraiment, il y a des enseignants qui nous viennent des services des écoles de formation professionnelle, mais qui ont quand même un bon niveau. Parce qu'on le constate depuis quelque temps. Mais le véritable problème, c'est le niveau. C'est le niveau académique qui pose encore. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Ah, mais il faut bien, M. Diarra, le dire, parce qu'on est là pour ça. Je rappelle que vous suivez M. Diarra, donc, qui est un pédagogue éminent. Donc il faut que M. Diarra nous dise quels sont les problèmes. Vous entrez dans une classe, vous trouvez un enseignant qui est en train de dispenser un cours. Bon, souvent, tu te poses des questions. Tu te dis comment a-t-il pu faire pour devenir un enseignant? Il y a des problèmes vraiment de niveau. Du niveau de la langue, de maîtrise de la langue. Il y a des niveaux à tous les niveaux, il y a des problèmes. Mais depuis vraiment 2 ans, je le constate que des enseignants qui viennent des écoles de formation, quand même, ils ont un niveau quand même acceptable. Ça, je le constate. Il faudra continuer aussi également à accompagner ces enseignants dans les expériences pédagogiques. C'est les lieux de formation continue des enseignants. Ça aussi, vraiment, j'invite aussi les directeurs d'école à faire plus de sacrifices pour ces cellules d'animation pédagogique. Que ces cellules d'animation pédagogique ne soient pas seulement des moments dus à l'État, et on le fait parce que l'État nous impose ces heures de travail. Non, ça doit être également un sacerdoce comme la classe. Je discutais récemment avec un éminent, en tout cas, disons expert de l'éducation, qui disait qu'il faut que les enseignants comprennent que les performances ne s'obtiennent pas de 8h du matin à 13h ou bien jusqu'à de 15h à 17h. Les performances s'obtiennent vraiment au-delà de ces heures-là. Moi, ce que je voudrais évoquer avec vous, c'est que finalement aussi, cette formation initiale que les enseignants obtiennent, mais doit être, disons, complétée par une formation continue sur le terrain. Mais aujourd'hui, ces enseignants aussi, disons, à leur décharge, ne bénéficient pas de cet encadrement au niveau du contrôle, des inspections, etc. Donc, ils n'ont pas l'impression d'être suivis dans les classes, ils n'ont pas l'impression d'être encadrés, ils n'ont pas l'impression de subir une formation continue ou continuer de toute façon. Bon, vous avez raison, parce que cette formation continue entre dans le cadre du plan de travail annuel des IF et des IA.
Mais malheureusement, ce qu'ils nous disent, c'est qu'il y a un problème d'insuffisance d'inspecteurs, de corps de contrôle, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas se déplacer pour aller voir les enseignants pour la formation continue. Mais on devrait quand même s'organiser, de sorte qu'au niveau par exemple de chaque zone, par exemple, prenons le cas de Thiès, au niveau de chaque zone, qu'il y ait par exemple des directeurs d'école qui peuvent encadrer, accompagner les enseignants dans leur formation. Je ne sais pas, ça peut être par exemple des cellules d'animation pédagogique harmonisées, ça peut être des thèmes qu'on peut développer par exemple sur la formation continue des enseignants. Il y a tellement de choses qu'on pourrait faire pour par rapport à l'organisation des circonscriptions pour que la formation continue puisse être puisse participer véritablement à la formation des enseignants. Les enseignants les jeunes enseignants ont besoin de cette formation continue. Alors, nous tous, nous avons eu vraiment la chance de participer à des cellules d'animation pédagogique qui nous ont permis d'avoir ce que nous sommes présentement. Mais on sait aussi que dans cet encadrement continu des enseignants, le chef d'établissement, le directeur d'école au niveau de l'élémentaire, les chefs d'établissement dans les autres niveaux aussi jouent un rôle important. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que si on prend par exemple l'exemple de l'élémentaire, est-ce que vous pensez que le directeur d'école, il a les moyens? Quand je parle de moyens, je parle de compétences, je parle d'autres choses aussi, d'encadrer en quoi ces enseignants-là qui sont confiés, qui sont dans son établissement. Je le pense bien. Je le pense bien. Maintenant, si quelqu'un... Par rapport à son rôle administratif, son rôle social, son rôle pédagogique, en fait, c'est quelqu'un quand même qui a quand même beaucoup de choses à faire. Hein. Oui, mais au niveau de l'école, il y a des compétences qui sont à l'école. C'est seulement une question d'organisation. Il n'est pas dit que je suis responsable de l'administration, du volet social, de la pédagogie, et je dois tout prendre. Il faudra. Le management, c'est aussi avoir distribué aussi les tâches de l'école. Ça, le management. Hein? Donc, le directeur d'école n'est pas censé gérer tout cela à lui seul. Il le gère avec ses collaborateurs. Donc, je pense que c'est bien possible. C'est possible. Il y a des compétences dans les écoles. Il y a beaucoup de compétences dans les écoles. Alors, utilisons ces compétences-là. Je pense que tout peut marcher. Maintenant, si on veut gérer tout seul, tout ce qu'il y a à l'école, bon, non, il y a blocage à tous les niveaux. Je rappelle encore une fois que nous recevons M. Boudjara. M. Boudjara, comme je l'ai dit, est un ancien émérite qui est ici à Thiès. Et donc, nous avons le plaisir de recevoir M. Boudjara. Je voudrais vous parler un peu de cette relation qui doit exister entre l'école et la communauté. Vous l'avez évoqué tout à l'heure en parlant de comité de gestion, de CGE. Mais aujourd'hui, si on va jusqu'à un niveau plus élevé, nous savons que vous appartenez à deux organisations extrêmement, disons, importantes, régionales. Vous appartenez à la COSIDEP, à l'international de la COSIDEP, mais vous appartenez aussi à l'Observatoire régional de la qualité de l'éducation. Aujourd'hui, pour vous, que représentent ces organisations-là? Qu'elles sont utiles? Est-ce que le rôle qu'ils devraient jouer, est-ce qu'il y a une bonne collaboration entre ces organisations-là et les structures académiques? En tout cas, quelle appréciation portez-vous sur ces organisations auxquelles vous appartenez de toute façon? Bon, ces organisations sont là pour accompagner les institutions, les démembrements de l'État par rapport à la gestion de l'école. Si nous prenons le cas, mis en place depuis quelques temps. Son rôle, c'est tout simplement d'accompagner l'État dans la recherche de solutions par rapport aux problèmes que rencontre l'école. Des problèmes, entre autres, sont la qualité, véritablement. Nous cherchons la qualité à l'école. Donc, l'Observatoire accompagne encore une fois l'école, l'IA, les IF, pour la recherche de moyens, je disais tantôt. Mais dans les réflexions aussi, il fait des propositions pour voir comment revoir les difficultés que l'on rencontre et essayer d'apporter des solutions. C'est en fait cela. Donc toutes les activités que nous allons mener par exemple pour cette année-ci, dans le plan d'action que nous avons à faire le jour, c'est réfléchir ensemble avec les IF comment améliorer en fait la qualité. Et donc, on ne peut pas dire que ce n'est pas utile, c'est utile. Wow. Ensuite, l'autre
l'autre aspect, c'est faire de sorte que les gens puissent comprendre ce qui se passe véritablement dans le système éducatif. Quand nous demandons la réduction des comptes, c'est faciliter le travail aux écoles et aux IF et aux IA. Donc, leur faire comprendre qu'il faut aller vers les populations, leur dire qu'est-ce que nous avons fait, qu'est-ce que nous voulons faire, qu'est-ce que nous avons fait jusque-là. Donc je pense que ça c'est important. Et l'éducation, c'est pour toutes les communautés, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas seulement pour les acteurs directs qui sont à l'école ou dans les institutions, c'est pour toutes les communautés. Donc chacun a droit à la parole par rapport à ce qui se passe à l'école. Donc voilà, donc ce rôle que nous jouons, c'est un rôle de facilitateur, c'est un rôle d'accompagnement, c'est un rôle vraiment de participation véritablement active pour le système éducatif. Voilà, donc c'est aussi bien valable aussi pour la COSYDEP. La COSYDEP participe véritablement à la vie des écoles en créant des activités de capacitation des enseignants, ce que nous disions tantôt par rapport aux disciplines fondamentales où il y a encore des difficultés. La COSYDEP forme les enseignants sur ces didactiques de discipline. Vous voyez bien. Donc c'est des rôles d'accompagnement, c'est des rôles vraiment qui servent encore davantage à l'école. Très bien, donc je rappelle que nous recevons M. Goudiara. M. Diarra, nous sommes arrivés un peu à la fin de l'émission. C'est parti très vite, on a déjà fait 1 heure, c'est parti très vite. Donc, disons, est-ce que vous voulez évoquer quelque chose que je ne vous ai pas demandé, un autre aspect? Bien sinon, quel est le mot de la fin? Oui, ce que je n'ai pas évoqué, c'est surtout le rôle des enseignants dans le comité de gestion. Il faudrait qu'il y ait encore une participation plus active des enseignants dans les comités de gestion. Il faut qu'on veille davantage sur la participation des enseignants dans ces comités de gestion. Souvent, je le disais aussi, que les projets d'école partent d'abord des projets de classe. L'enseignant doit avoir son projet à lui d'abord dans sa classe, avant qu'on soit au niveau de l'école. Donc si l'enseignant ne participe pas à la vie de l'école, c'est encore un frein pour le développement de cette école-là. Donc, voilà. Donc il faudrait davantage qu'on implique davantage les enseignants dans la vie de l'école. C'est l'acteur clé du développement. Mais ils font partie de l'école, on n'a pas besoin de les impliquer, ils sont là, normalement ils sont impliqués d'office. Souvent ils ne sont pas impliqués. Très souvent ils ne sont pas très impliqués dans la gestion de l'école, dans la vie de l'école. Des fois, pour aller dans une école, on se dit que bon, moi ça m'a outil parce qu'on ne m'informe pas, je n'ai pas toutes les informations par rapport à ce qui se passe à l'école, et bon, on croise les bras, ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal, absolument. Très bien, donc M. Diarra, donc, comme je l'ai dit tantôt, c'est la fin de l'émission. Peut-être un appel, bien un mot de revoir, voilà. Bon, on appelle, c'est toujours la maladie, elle est là. Elle est présente. Nous écoutons les communiqués qui se font à la radio chaque jour. Maintenant, il n'y a pas une localité où la maladie va toucher. On la trouve partout. Donc, plus de vigilance et surtout à l'école. Le port des masques va être obligatoire. Hier, il y a eu un communiqué de l'IA qui faisait état de ça pour que zéro oui, les ports de masque maintenant qui soient obligatoires dans cette conscience individuelle d'abord. Les parents d'élèves sensibilisent davantage les enfants avant qu'ils se rendent. Et le reste sera fait à... Et qu'on nous donne aussi des moyens. On a surtout besoin de moyens.
Donc vous l'avez entendu, c'était M. Diarra qui faisait un appel par rapport aux enseignants, par rapport à leur engagement, mais aussi un appel aux autorités par rapport aux moyens que les écoles doivent avoir en cas pour faire face à ce contexte très difficile, disons marqué par cette pandémie-là, le coronavirus. Nous avons eu beaucoup de plaisir en le recevoir. M. Diarra, c'est quelqu'un qui a marqué pendant ces dernières 20 années l'éducation au niveau de Thiès, qui a eu à participer à beaucoup d'activités, qui a eu qui a dirigé cette commission mythique pédagogique de cette grande association des enseignants ici à Thiès qu'on appelait l'ASPROMET et qui nous a valu au niveau de la circonscription de Thiès-Ville d'excellents résultats. Donc c'est pour cela que nous avons vraiment eu un plaisir à recevoir ce monsieur-là, qui est un frère, un ami, et donc vraiment nous le savons vraiment, nous sommes témoins de tous les sacrifices qu'il a eu à consentir pour le bien de l'école. En tout cas, nous avons eu beaucoup de plaisir à vous présenter cette émission et nous vous donnons rendez-vous pour le prochain numéro de Jàng Tay. Merci beaucoup.